j'espère que vous allez bien. Une pastille de philosophie aujourd'hui que j'ai intitulée « Le démon de la place ». En réalité, ce n'est pas moi qui suis l'auteur de cette expression, c'est une formule célèbre qui a été employée pour désigner une hypothèse énoncée par un célèbre mathématicien, astronome et philosophe français de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, à savoir Pierre-Simon Laplace. Cette hypothèse, nommée le démon de Laplace, nous présente le monde comme un ensemble d'événements soumis à une logique implacable. Une logique que pourrait connaître et pénétrer un esprit infini qui regarderait le monde de l'extérieur. Pierre-Simon Laplace appartient au courant philosophique appelé déterminisme. Ce courant désigne un ensemble d'auteurs qui conçoivent l'univers comme une réalité où il n'y a pas d'accident, pas de hasard, pas de liberté ou de contingence. Je vais donc commencer par expliquer ce qu'on appelle la contingence ou le caractère accidentel des événements. Il faut bien voir que la notion d'accident ou d'accidentel suppose la notion de contingence. On appelle contingence le fait que le cours des événements est, au moins en partie, indéterminé. Il y a contingence quand deux faits contradictoires sont possibles. Par exemple, si deux armées s'avancent l'une vers l'autre ou se font face, mais que pour l'instant la guerre n'est pas déclarée, et que les hostilités n'ont pas commencé, l'avenir est divisé entre deux faits contradictoires. Y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas une bataille ? Cette idée de contingence a été notamment expliquée par le philosophe grec Aristote dans l'Antiquité. Que la bataille ait lieu demain ou dans les prochains jours, ou bien qu'aucune bataille n'ait lieu, les deux sont possibles. On dit alors que l'avenir est contingent. En effet, s'il n'y avait pas contingence, cela signifierait que tout est déjà écrit, déterminé. Il serait nécessaire qu'il y ait une bataille ou qu'il n'y ait pas de bataille. Dans un monde sans contingence, tout est déjà prédéterminé. Mais nous ne savons pas encore ce qui doit logiquement et nécessairement arriver. Notre connaissance des éléments du réel, du mécanisme des choses, de la prise de décision, n'est pas assez poussée pour nous faire connaître à l'avance ce qui doit nécessairement arriver. Bref, si tout est nécessaire, la contingence n'est qu'une illusion qui tient à notre ignorance de l'ensemble des causes qui rendent nécessaire un certain résultat. La contingence suppose donc le hasard. Quelque chose peut se passer ou ne pas se passer pour des raisons qui tiennent à des faits encore indéterminés, aléatoires. C'est ce qu'on appelle les aléas des circonstances. Une chose peut se passer qui fera basculer la situation dans le sens de la guerre ou qui empêchera la guerre d'être déclenchée. Nous avons donc trois notions qui sont liées: accidentelle, contingence et hasard. Il faut en ajouter une quatrième, c'est la notion de liberté. En effet, il n'y a de hasard dans le monde que s'il existe une liberté. Si la liberté n'existe pas, si aucun acteur des événements n'est libre, alors ces actions sont nécessaires. Elles ne sont pas contingentes. Et si elles sont nécessaires, cela signifie qu'elles sont déterminées ou prédéterminées. Toutes les décisions qui seront prises seront alors l'effet d'un mécanisme, d'une logique implacable. La liberté ou l'indétermination s'oppose à la fatalité, au destin, à l'inexorable. La fatalité est ce qu'on ne peut éluder ou éviter. Je n'entre pas trop ici dans le détail de la notion de fatalité. Les Grecs et les Latins avaient une notion différente de la fatalité. Les Grecs nommaient la fatalité de la tragédie ananké, A-N-A-K-E, accent grave. Alors qu'est-ce que ananké pour les Grecs ? Ananké, c'est une fatalité qui ne concerne pas tous les êtres humains, mais seulement certains humains qui sont porteurs d'une malédiction des dieux, ou qui héritent de cette malédiction, souvent transmise par le sang, par la filiation. On peut penser aux exemples d'Œdipe, de Phèdre, d'Antigone, etc. Ananké, c'est donc la fatalité des héros tragiques. Les Latins, quant à eux, avaient la notion de fatum, F-A-T-U-M. C'est une notion plus universelle que ananké, une notion qui concerne notamment la naissance et la mort. Cette fatalité, au sens des Latins, regroupe tous les événements implacables. Elle peut aussi concerner les décisions des dieux ou celles du sort, décisions qui sont lisibles selon les Latins dans les signes déchiffrables par les auspices ou les aruspices.
c'est-à-dire des prêtres qui sont préposés à la lecture des signes divins. Quelle que soit la notion de fatalité à laquelle on fait référence, qu'il s'agisse d'Ananké ou de Fatum, la liberté est opposée à la fatalité. Nous avons donc désormais 4 notions: l'accidentel, le contingent, le hasard et la liberté. 4 notions qui sont intimement liées les unes aux autres. Alors notre première partie s'appelle, je l'ai dit, une logique implacable. En effet, si le hasard n'est qu'une illusion, une vue de l'esprit, alors le hasard n'est que l'autre nom d'une fatalité. Bref, le hasard tel qu'on l'entend ordinairement n'existe pas. La liberté n'existe pas. La contingence n'existe pas. L'accidentel n'existe pas. Il n'y a donc jamais, au sens strict du terme, d'accident dans une vie. Cette vision des choses, c'est ce qu'on peut appeler l'hypothèse déterministe. Elle fut formulée de façon emblématique par le philosophe Baruch Spinoza au XVIIe siècle, notamment dans son livre L'Éthique. Toutefois, pour exposer cette hypothèse déterministe, je vais me servir d'un autre texte célèbre et d'un autre auteur. Il s'agit de Pierre-Simon Laplace, dont je vous donne les dates de naissance et de mort. Il est né en 1749 et il est mort en 1827. Et je me réfère plus précisément à un extrait, un passage de son ouvrage intitulé Essai philosophique sur les probabilités. C'est un ouvrage qui date de 1814 et je fais référence plus précisément au chapitre qui s'appelle De la probabilité. C'est un texte très célèbre qui contient l'hypothèse qu'on a nommée par la suite le démon de Laplace. Alors je commence par lire le texte du marquis de Laplace. Tous les événements, ceux mêmes qui, par leur petitesse, semblent ne pas tenir aux grandes lois de la nature, en sont une suite aussi nécessaire que les révolutions du soleil. Dans l'ignorance des liens qui les unissent au système entier de l'univers, on les a fait dépendre des causes finales ou du hasard, suivant qu'ils arrivaient ou se succédaient avec régularité ou sans ordre apparent. Mais ces causes imaginaires, Laplace fait ici référence évidemment au hasard, je reprends la lecture du texte, mais ces causes imaginaires ont été successivement reculées avec les bornes de nos connaissances et disparaissent entièrement devant la saine philosophie, et qui ne voit en elle que l'expression de l'ignorance où nous sommes des véritables causes. Les événements actuels ont, avec les précédents, une liaison fondée sur le principe évident qu'une chose ne peut pas commencer d'être sans une cause qui la produise. Cet axiome, connu sous le nom de principe de la raison suffisante, s'étend aux actions mêmes que l'on juge indifférentes. La volonté la plus libre ne peut sans un motif déterminant leur donner naissance. Car si toutes les circonstances de deux positions étant exactement semblables, elle agissait dans l'une et s'abstenait d'agir dans l'autre, son choix serait un effet sans cause. Elle serait alors, dit Leibniz, le hasard aveugle des épicuriens. J'interromps juste ici la lecture pour bien faire comprendre qu'ici, Laplace nous dit que finalement, si la liberté, ou le choix pourrait-on dire, pouvait se faire sans qu'il y ait aucune raison de choisir, aucune raison de se déterminer, alors la liberté serait un pur arbitraire, ce serait un acte sans cause. Ce que Laplace veut nous dire, c'est que à chaque fois que l'on fait un choix, qu'on suppose être libre, en réalité ce choix obéit toujours à une cause, une raison qui nous fait choisir une chose plutôt qu'une autre. De ce point de vue, la liberté est toujours une illusion. La liberté, en fait, obéit au principe de la causalité. Nous choisissons parce qu'il y a une cause qui nous fait choisir. Je reprends la lecture du texte. L'opinion contraire est une illusion de l'esprit qui, perdant de vue les raisons fugitives du choix de la volonté dans les choses indifférentes, se persuade qu'elle s'est déterminée d'elle-même et sans motif. J'interromps de nouveau la lecture du texte. On comprend ici que pour Laplace, évidemment, la liberté, en tout cas ce qu'on appelle la liberté, c'est-à-dire le choix de la volonté, ne peut pas se déterminer pour une chose, c'est-à-dire ne peut pas choisir, sans raison de choisir. Je reprends la lecture du texte et Laplace va en venir à l'hypothèse que l'on a nommée par la suite, le démon de Laplace. Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent. Si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. L'esprit humain offre, dans la perfection qu'il a su donner à l'astronomie, une faible esquisse de cette intelligence. Ses découvertes en mécanique et en géométrie, jointes à celles de la pesanteur universelle, l'ont mise à portée de comprendre, dans les mêmes expressions analytiques,
les états passés et futurs du système du monde. J'interromps ici la lecture pour faire comprendre que, selon Laplace, on pourrait imaginer une intelligence infinie capable de tout calculer dans l'univers. Il dit que l'intelligence humaine, par rapport à cette hypothèse d'une intelligence infinie, n'est qu'une sorte de brouillon. Certes, l'intelligence humaine a réussi, grâce à la loi de gravitation universelle qui avait été formulée par Newton, cette intelligence humaine a réussi à pouvoir prédire la course des planètes et pouvoir déduire aussi à rebours quelle était la position des planètes dans les états antécédents de l'univers. Mais cette intelligence humaine est très limitée par rapport à l'hypothèse que Laplace formule, cette hypothèse d'une intelligence infinie. Je reprends la lecture. En appliquant la même méthode à quelques autres objets de ses connaissances, il est parvenu, c'est l'être humain, à ramener à des lois générales les phénomènes observés et à prévoir ceux que des circonstances données doivent faire éclore. Tous ces efforts dans la recherche de la vérité tendent à le rapprocher sans cesse de l'intelligence que nous venons de concevoir, mais dont il restera toujours infiniment éloigné. Cette tendance propre à l'espèce humaine est ce qui la rend supérieure aux animaux, et ses progrès, en ce genre, distinguent les nations et les siècles et font leur véritable gloire. Que nous dit ici Laplace ? Il formule deux types de déterminisme. D'une part, un déterminisme de la réalité. On peut l'appeler un déterminisme ontologique. Alors ontologique, c'est un terme d'origine grecque, un terme qui désigne ce qui est, on pourrait dire la réalité. En effet, aux yeux de Laplace, l'univers est entièrement déterminé, c'est-à-dire que les états de l'univers s'enchaînent de façon nécessaire en vertu des lois de la nature. D'autre part, Laplace formule un déterminisme de la connaissance. On peut appeler ce déterminisme un déterminisme épistémologique. Épistémé en grec, ça signifie le savoir, la science. En effet, si l'univers est déterminé dans l'absolu, alors on peut imaginer une connaissance absolue de l'univers, une intelligence infinie, qui permettrait de connaître tous les états de l'univers, à la fois ceux du passé et ceux de l'avenir. Commençons par le déterminisme ontologique, le déterminisme de la réalité. D'où vient cette supposition que tous les phénomènes de l'univers sont nécessaires ? Eh bien, elle vient de la physique mathématique, des lois de la nature. Ces lois elles-mêmes reposent, en tout cas à l'époque de Laplace, sur le principe de causalité. Alors que nous dit le principe de la causalité ? Il nous dit que toute chose a une cause. Tout effet dans la nature, c'est-à-dire toute chose qui se produit, toute situation, a une cause. Chaque situation d'un corps, son mouvement, sa position, l'état de sa force, sa relation avec les autres corps, tout cela a une cause. Quelle est cette cause ? Cette cause, c'est l'état antérieur, celui qui précède l'instant présent. Je prends un exemple tout simple. Si un corps se trouve à un point B, à un certain moment du temps, et qu'il possède une certaine force de mouvement, c'est parce qu'il était l'instant d'avant à un point A et qu'il se déplaçait dans la direction du point B. Et s'il était l'instant d'avant à un point A, c'est parce que l'instant d'avant, il était à un autre point et qu'il a reçu une impulsion à se mouvoir. On peut continuer la chaîne du raisonnement. Cette impulsion à se mouvoir elle-même avait aussi une cause. Elle ne venait pas de rien, etc., etc., etc. Bref, l'univers est semblable à un immense mécanisme, une immense horloge si vous préférez, où se trouvent les corps, depuis les plus petits corps jusqu'aux planètes. Et ce mécanisme fait que tous les états de l'univers s'enchaînent les uns les autres. La cause de l'état de l'univers à un instant t est l'état de l'univers qui a précédé cet instant t. Laplace nous le dit dans son texte. Aucun événement du monde, du plus petit jusqu'au plus grand, n'échappe au mécanisme de la causalité naturelle. Tout obéit nécessairement aux lois de la nature. Si l'on suppose, parfois, l'existence du hasard ou l'existence d'une intention dans la nature, c'est parce que nous ne connaissons pas entièrement le mécanisme qui rend toute chose nécessaire. Il y a bien sûr une objection possible à cette vision déterministe. C'est l'idée de la liberté, notamment de la liberté humaine. Or, dans son texte, Laplace balaie cette hypothèse comme une vaine fantaisie de l'esprit. À ses yeux, la volonté humaine n'est pas libre. Elle obéit au même mécanisme que la totalité extérieure de l'univers. Si, à un instant T, je choisis de faire telle ou telle action, c'est en raison des causes qui m'y poussent. Mes désirs, mes impulsions, l'ensemble des facteurs qui pèsent sur moi et qui sont des forces inscrites dans la nature. Il peut s'agir de mon éducation, de mes habitudes, de mes souvenirs, de mes tendances, de mes perceptions du moment et de toutes celles qui ont précédé. Tout cela constitue un faisceau de forces qui va déterminer mon choix. Mon choix n'est donc que le résultat d'un mécanisme. En effet, personne ne fait un choix sans raison, sans cause. Même un choix purement arbitraire
qu'on ferait justement de façon gratuite, obéirait encore à une cause, à savoir notre désir de faire une action gratuite. Ce désir lui-même, ce désir de faire une action gratuite, a une cause. Par exemple, l'idée qui nous est venue de nous prouver notre liberté. Mais cette idée de nous prouver notre liberté a elle-même une cause, etc., etc., etc. Vous le voyez dans l'univers, il n'y a jamais d'effet sans cause. Rien n'échappe donc au principe de la causalité naturelle. Et donc rien n'échappe à la nécessité des lois de la nature. La liberté humaine est une chimère. Laplace en conclut donc la chose suivante. Je le cite de nouveau. Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Évidemment, tout le raisonnement de Laplace suppose que la liberté humaine n'est qu'une illusion et que nous n'avons pas d'âme, aucune dimension métaphysique. Bref, nous sommes, à ses yeux, aux yeux de Laplace, un être constitué de pure matière, et dont tous les événements psychiques ne sont que l'expression des changements matériels en nous. Après avoir vu ce qu'est le déterminisme de la réalité, celui qu'on a nommé ontologique, passons maintenant au déterminisme de la connaissance. C'est ce qu'on a appelé plus tard le démon de Laplace. Dans un univers absolument déterminé, comment pourrait-on connaître tout ce qui va advenir ou tout ce qui est arrivé? Bref, comment pourrions-nous soit remonter l'horloge du grand mécanisme, soit anticiper le mouvement de cette grande horloge? Laplace nous le dit. Une connaissance absolue est impossible pour un esprit aussi limité que l'esprit humain. Même les ordinateurs les plus puissants imaginables par nous seraient incapables de prendre en compte la position de toutes les particules de l'univers, de toutes les cellules de tous les cerveaux humains, de toutes les forces de tous les corps de l'univers. Aucun ordinateur ne peut soumettre au calcul l'ensemble des corps de l'univers. Le plus puissant ordinateur pourrait encore moins calculer, à partir d'un instant T, la conséquence de l'instant d'après, c'est-à-dire la position suivante de toutes les particules de l'univers, avec tous les changements qui seraient advenus entre les deux instants. Alors Laplace ne connaissait bien sûr pas les ordinateurs modernes, mais ces ordinateurs ne lui auraient de toute façon pas servi à grand-chose pour expliquer le déterminisme de la connaissance. Certes, l'être humain, grâce aux lois naturelles qu'il a découvertes, parvient à prévoir des événements naturels, notamment le cours des planètes, la trajectoire des comètes, la vitesse des corps qui tombent, les effets des chocs. Mais toutes ces déductions, ces anticipations sont peu de choses en proportion de l'immensité des événements de l'univers. Surtout l'être humain est incapable, du moins pour l'instant, si l'on tient à adopter l'hypothèse déterministe, incapable pour l'instant de prédire ses propres actions. De là à prédire celle de l'univers, il y a un monde. Alors, quelle intelligence pourrait connaître le mécanisme immense de l'univers? Eh bien, ce serait une intelligence infinie, absolue, sans limite. Cette intelligence dont on fait l'hypothèse, et dont Laplace fait l'hypothèse, pourrait engranger une somme infinie d'informations, à savoir toutes les positions de toutes les particules de l'univers, avec l'état de leurs forces respectives. Elle pourrait engranger la connaissance de toutes les lois qui gouvernent tous les aspects de la nature, les lois physiques, chimiques, métaboliques. Cette intelligence serait une intelligence de calcul infini, une intelligence mathématique bien sûr. Outre son immense capacité de synthèse, cette intelligence serait capable d'analyse et de déduction. À partir de la connaissance de toutes les informations et de toutes les lois, elle pourrait déduire à l'avance les effets de toutes les situations, de tous les corps de l'univers. Bref, cette intelligence soumettrait toutes les choses du monde à son calcul, depuis les plus petites particules, les parcelles de parcelles de parcelles d'atomes, dirions-nous aujourd'hui, jusqu'au mouvement des galaxies. Face à une telle intelligence, l'esprit humain ou le calcul des ordinateurs n'est qu'un brouillon. Laplace le dit d'ailleurs, je le cite. L'esprit humain offre dans la perfection qu'il a su donner à l'astronomie une faible esquisse de cette intelligence. Bref, l'intelligence que suppose Laplace serait omnisciente, totale. Ce serait celle de Dieu ou celle d'un démon surpuissant. Alors il est vrai que Laplace n'a pas employé le mot de démon. C'est la tradition qui a accolé ce mot à son hypothèse. Pourquoi cela? Pourquoi avoir dénommé l'hypothèse de Laplace le démon de Laplace? Peut-être parce que l'intelligence imaginée par Laplace est surnaturelle, et peut-être aussi est-elle apparue démoniaque aux yeux des lecteurs de Laplace. En effet, cette intelligence contemple de l'extérieur la mécanique implacable d'un monde qui est soumis à son regard.
Toutefois, cette intelligence pourrait à meilleur droit être qualifiée de divine, car elle est transcendante. Elle excède le monde et le contemple de l'extérieur. En outre, dans le monde de la place, il n'y a ni bien ni mal, ni vertu ni vice, ni bonté ni méchanceté. Pourquoi cela? Parce que toutes les actions sont soumises aux mécanismes nécessaires des lois de la nature. Même le crime le plus horrible, qui nous apparaît choisi et voulu, voire même prémédité, n'est en fait que le résultat nécessaire d'une logique des choses. Un ensemble de pulsions, de situations, de forces, de rencontres, d'idées, de facteurs ont fait qu'à un instant T, quelqu'un a commis un crime. Je sais que tout cela peut apparaître choquant. Peut-être que beaucoup d'entre vous trouveront cette façon de voir cette hypothèse, cette vision de la réalité, insupportable. Effectivement, supposer que l'univers est un vaste mécanisme nécessaire, une sorte d'horloge, dont le cours est implacable, c'est d'une certaine façon déresponsabiliser moralement les acteurs de cet univers. Mais c'est la façon dont Laplace pense les choses. Et il faut dire que Laplace se situe en cela dans la lignée de Spinoza, que j'ai cité tout à l'heure, ou d'un autre philosophe, qui est Diderot, philosophe du XVIIIe siècle. En effet, Diderot était adepte d'un matérialisme total. Il avait déjà expliqué que de son point de vue, la liberté n'était qu'une fiction, une illusion. Diderot avait déjà posé une distinction entre le volontaire et le libre. En effet, tous les choix sont issus de notre volonté, mais en réalité, ils ne sont pas libres. Diderot avait formulé les choses notamment dans une lettre célèbre à l'un de ses correspondants, qui s'appelait Paul Landois, dans une lettre donc qui date du 27 juin 1756. Je vous cite un extrait de cette lettre de Diderot, qui, je l'espère, ne paraîtra pas trop choquante à beaucoup d'entre vous. En effet, vous allez voir que Diderot aboutit à la conclusion suivante: il n'y a ni bien ni mal dans l'univers. Je cite Diderot: regardez-y de près, et vous verrez que le mot liberté est un mot vide de sens, qu'il n'y a point, et qu'il ne peut y avoir d'être libre, que nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre général, à l'organisation, à l'éducation et à la chaîne des événements. Voilà ce qui dispose de nous invinciblement. On ne conçoit non plus qu'un être agisse sans motif, qu'un des bras d'une balance agisse sans l'action d'un poids. Et le motif nous est toujours extérieur, étranger, attaché ou par une nature ou par une cause quelconque qui n'est pas nous. Ce qui nous trompe, c'est la prodigieuse variété de nos actions, jointe à l'habitude que nous avons prise, tout en essaient de confondre le volontaire et le libre. Nous avons tant loué, tant repris, nous l'avons été tant de fois que c'est un préjugé bien vieux que celui de croire que nous et les autres voulons, agissons librement. Mais s'il n'y a point de liberté, il n'y a point d'action qui mérite la louange ou le blâme, il n'y a ni vice, ni vertu, rien dont il faille récompenser ou châtier. Qu'est-ce qui distingue donc les hommes? La bienfaisance et la malfaisance. Le malfaisant est un homme qu'il faut détruire et non punir. La bienfaisance est une bonne fortune et non une vertu. Je saute quelques passages du texte et je reprends la lecture. Il n'y a qu'une sorte de cause à proprement parler, ce sont les causes physiques. Il n'y a qu'une sorte de nécessité. Et c'est la même pour tous les êtres, quelque distinction qu'il nous plaise d'établir ou qui y soit réellement. Voilà pour la lettre de Diderot. Et oui, pour lui, il n'y a pas d'action sans cause, de même que pour Laplace. Donc quand notre volonté se porte vers le choix d'une action, c'est qu'elle a été mue ou poussée vers cette action. Diderot, dans son texte, on l'a vu, prend l'exemple des bras d'une balance. Notre volonté est cette balance intérieure. Si entre deux choix possibles, elle penche d'un côté, c'est qu'elle y a été poussée par une cause extérieure à elle-même. En effet, la volonté d'elle-même ne se met pas en mouvement. Tout choix obéit donc à une cause nécessaire. Autrement dit, quand nous agissons, en réalité, nous sommes agis. Nous croyons être entièrement actifs et spontanés, et en réalité, nous ne le sommes pas. Nos choix ne sont pas libres. Diderot en tire toutes les conséquences, conséquences qui, je l'ai dit, pourront peut-être paraître choquantes à beaucoup d'entre vous. Il n'y a dans ce monde déterminé ni vertu ni vice. Même si nous avons des intentions mauvaises, nous n'en sommes pas responsables. Le bien moral et le mal moral n'existent pas. La seule chose qui existe, c'est la bienfaisance, c'est-à-dire le fait de réaliser des actions positives ou bénéfiques, ou la malfaisance, c'est-à-dire le fait de réaliser des actions nuisibles. Mais rien ne sert de juger moralement les personnes qui agissent. Elles ne sont pas libres.
Et oui, le déterminisme du XVIIIe siècle et du XIXe siècle suppose donc un univers mécanique, sans bien et sans mal, sans bonté et sans méchanceté. Toutes les valeurs humaines, tous les jugements de valeur, depuis le sentiment de la beauté jusqu'à celui de la laideur, depuis le sentiment de la vertu jusqu'à celui de l'indignité ou de la culpabilité, tous ces jugements de valeur ne sont que des chimères. Ils existent dans notre esprit, dans nos cerveaux, mais ils ne renvoient à rien dans la réalité. Bien sûr, ces jugements sont des événements de l'univers, ce sont bien des événements qui existent dans nos esprits, mais ils ne reflètent aucune réalité morale dans l'absolu. Ce sont des représentations qui ne correspondent pas à la réalité objective. Et ces représentations de bien, de mal, de vice, de vertu ne font qu'exprimer notre façon de ressentir l'univers, de le recevoir, de traiter les informations à travers notre corps, notre organisme, notre cerveau et notre conscience. Je reviens à la place. Nous l'avons compris, il suppose une intelligence capable de tout saisir et de tout calculer au sujet de notre univers supposément déterminé. Une intelligence qui connaîtrait tout, saurait tout à l'avance, ou tout du passé. Il lui suffirait de déduire le cours des événements de l'univers en allant vers l'avant ou en remontant vers le passé. Résumons donc le raisonnement de Laplace. L'univers est déterminé. On peut supposer une intelligence illimitée qui contemple cet univers. Cette intelligence peut donc connaître ou déduire, à partir d'un instant t, tous les états passés ou futurs de l'univers. Dans cet univers, rien n'est incertain, rien n'est aléatoire, rien n'est contingent. Aucun être n'est libre. Bref, vous l'avez compris, dans ce monde, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'accident. Ce que nous appelons le hasard n'est que le reflet de notre ignorance des causes qui rendent nécessaire un résultat. Un résultat que nous ne connaissons pas avec certitude, parce que notre intelligence est justement limitée. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit.